Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal, une édition spéciale qui sera largement consacrée à la grève générale et que ce soit dans le privé ou le public. L'arrivée de la ministre était très attendue, une arrivée qui a également provoqué des blocages avec des rotations de barges et d'amphidromes qui ont été perturbées. Pour en parler avec nous, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors on a vu des usagers de la barge et de l'amphidrome très mécontents. Qu'en est-il de la situation actuellement? Est-ce que les choses se sont remises dans l'ordre? On en parle tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 10 novembre. Comme prévu ce matin, 7h40, la ministre des Outre-mer a rencontré l'intersyndicale pour discuter des revendications réclamées depuis plusieurs années maintenant. Une réunion qui, pour la plupart des syndicats, résonne comme un nouvel échec du dialogue social tant espéré. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Explication. Après la déception, la colère des manifestants a donné lieu au blocage de la barge, de l'amphidrome et du rond-point Zenam-Déré. Pour la toute première fois, les liaisons entre Petite et Grande Terre ont été totalement rompues, laissant l'ensemble des usagers à quai. Ambiance au cœur d'une journée pas comme les autres. La vente aux enchères de l'association Aquamail a eu lieu ce matin. Le conseil départemental a ainsi racheté l'ensemble de la structure pour une somme de 17 000 € frais compris. Reste maintenant la question de l'avenir de l'aquaculture, désormais propriété du département. La rencontre tant attendue entre l'intersyndicale et la ministre des Outre-mer a bien eu lieu ce matin à 7h40. Après un peu plus d'une heure d'échange, les représentants syndicaux sont ressortis, laissant Georges Paul-Langevin poursuivre son programme de visite. Si certains syndicats comme la CGPME sont relativement satisfaits des discussions, pour d'autres, rien de concluant n'en est ressorti. Pire, ils dénoncent le mépris d'un gouvernement qui a du mal à entendre l'urgence sociale. Les précisions dans ce reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Fred Soleimana. Cette réunion concentrait à elle seule les attentes de toute une population. Georges Paul-Langevin portait sur ses épaules l'espoir d'avancées sociales réelles. Et pour le président de la CGPME, Saïd Bastois, ces discussions ont été constructives. C'était une réunion très très riche en termes d'échanges, chacun a pu s'exprimer. En ce qui nous concerne à la CGPME, il est clair qu'on ne peut pas mettre en place de manière brutale toutes les mesures nécessaires au droit social, notamment le Code du travail. Donc il y a une mission qui a été annoncée par la ministre qui sera donc à Mayotte dès le premier trimestre de l'année 2016 pour travailler et réfléchir de quelle manière on peut décliner la plupart des dispositifs ici à Mayotte. Pour moi, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça nous permettra de mieux cadrer, de mieux orienter la réflexion de chacun, côté salarié comme côté patronat. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous pourrons vous dire si oui ou non nous serons satisfaits. Du côté des autres syndicats, le discours est loin d'être le même. En ce qui concerne le cœur des revendications, à savoir la reconstitution de carrière, le code du travail, les conventions collectives ou encore l'attractivité du territoire, les représentants syndicaux sont loin d'être satisfaits. Donc il n'y a eu quasiment aucune avancée du tout. La ministre a rappelé tout ce qui s'est passé, la date de revoyure du 29 septembre, avec l'engagement de l'État. Donc le code du travail ne sera pas appliqué immédiatement, il y aura une progressivité. À partir donc logiquement de 2018. Donc il s'est engagé à envoyer des experts à la fin de cette année, courant 2016, pour voir quelles sont les dispositions qu'on pourrait accélérer pour l'application du Code du travail. Pour tout ce qui est ancienneté, c'était 75% dans le corps passerelle. Elle a annoncé 100% de la reprise de l'ancienneté que dans les corps passerelles, c'est-à-dire qu'à partir de 2009. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Nous voulons la reprise de la totalité de l'ancienneté depuis que les agents ont entré dans la CDM. En ce qui concerne les propositions, c'est très très maigre, quoi. On nous propose des échéanciers trop longs par rapport aux problèmes d'injustice qui existent. Alors particulièrement au niveau de l'injustice sur ce qui concerne les reconstitutions de carrière, qui concerne ces fonctionnaires mahorais qui ont travaillé depuis très longtemps et qui vont partir en retraite dans des conditions déplorables. Quant à l'attractivité au niveau de l'éducation nationale, qui est plus notre domaine au niveau de la FSU, oui, on en prend connaissance, on sait qu'elle existe, mais de là à proposer des mesures précises, c'est toujours dans l'attente. Attendre encore et toujours, voilà ce qu'ont compris les syndicats suite à cette rencontre.
Pire, la ministre a demandé aux Mahorais de faire un effort car la situation n'est simple pour personne. Écoutez, c'est un vrai dialogue de sourds, hein. On ne se comprend plus. Hein. Ils ont leur position à eux, nous on a notre position à nous, chacun campe sur ses positions. Eux c'est du petit à petit, nous c'est de l'immédiatement et voilà. Donc l'ampleur de la situation de Mayotte, la dégradation de la relation sociale, tout ça, apparemment eux ils ne voient pas ça. Donc nous, la situation est grave. Donc on essaie d'interpeller l'attention des pouvoirs publics, mais là aujourd'hui on n'a pas l'impression qu'on est écouté ou qu'on est pris en considération. Après cette réunion, le moins que l'on puisse dire, c'est que les attentes n'ont pas été contentées, tandis qu'un sentiment de mépris s'est alors emparé des représentants syndicaux. Et après la réunion avec la ministre, l'intersyndicale a organisé une assemblée générale pour envisager la suite du mouvement. Et au vu de la déception des représentants syndicaux, la base a décidé de durcir la grève. Les manifestants ont donc bloqué la barge, l'amphidrome, mais aussi le rond-point Zenamdéré. Objectif, empêcher la ministre de poursuivre son programme initial. Un sujet signé Abbas Elidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Non ! L'attente et l'espoir ont laissé place à la colère après la réunion de ce matin avec la ministre. L'intersyndicale a rendu compte des discussions aux manifestants qui ont alors décidé de bloquer barge amphidrome ainsi que le rond-point Zenamdéré. Elle nous a écoutés. On a compris qu'elle n'était pas venue pour le soulèvement social qui est en ce moment à Mayotte, mais qu'elle a profité de ce voyage pour recevoir les partenaires sociaux. Donc on a fait valoir les préoccupations du moment, qui était censé être connu par le gouvernement. Malheureusement, on s'est rendu compte que soit elle découvrait les choses, mais en aucune manière, elle avait prévu de faire des annonces quelconques. Donc on a fait part de ça aux salariés qui sont en train de faire valoir leur amertume, leur impatience, parce qu'ils ne sont pas entendus. Donc ce qu'on voulait éviter malheureusement est en train de se produire. On essaie quand même de canaliser les choses parce que personne n'a envie de vivre les événements de 2011. Mais il nous faut vraiment qu'on nous apporte un minimum d'assurance pour pouvoir calmer les esprits. Calmer les esprits, c'est bien de cela dont il s'agit désormais. Rien ne va plus à Mayotte et la gronde sociale frappe tous les pans de la société. On nous fait comprendre que les syndicalistes sont fous, ils descendent sur la route parce que c'est des malades, ils n'ont rien à faire. Mais non, on n'a pas de double fonction. On perd nos salaires quand on est là. Pour certains, ils n'ont pas d'heure de décharge. Non, c'est parce que c'est une demande qui est née de la population. C'est une demande qui est flagrante. Que même si nous, on ne faisait rien du tout, à un moment, ce serait la population en elle-même qui se rébellerait. Alors pourquoi en arriver à là? Pourquoi en arriver à là? On est en pleine sature. Pourquoi on essaie encore de nous dire qu'il faut patienter? Qu'il faut patienter quoi? À l'hôpital, il n'y a rien qui va. Il faut patienter quoi? Dans les administrations publiques, il n'y a rien qui va. Il faut patienter quoi? Les entreprises ferment tous les jours. On a un port qui ne nous appartient même pas. On a des richesses qui ne nous appartiennent même pas. Comment vous voulez que Mayotte s'aille? Les syndicats se sont efforcés de canaliser les manifestants pour qu'aucun débordement n'ait lieu. Mais pour Henri Rigotard, il est désormais grand temps que les autorités mesurent le risque d'un mouvement semblable à celui de 2011. On n'en sait pas et on n'aimerait pas que ça déborde. On n'aimerait pas, mais en 2011, on l'a bien compris. C'était pas avec nous que ça avait commencé. Donc on l'a bien compris. Quand on n'est pas écouté, on est sur la route des heures et des heures, on n'est pas écouté. On nous prend pour des imbéciles, on est dans les bureaux, c'est pareil, on n'est pas écouté. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Mayotte sature. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Une guerre civile? Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? En dehors de 2011, qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Sérieusement. Dans l'après-midi, la ministre a officiellement annulé son programme et notamment ses visites en Grande Terre. Le préfet Seymour Morsi a quant à lui fait le déplacement en personne et son arrivée au ponton a été pour le moins mouvementée. Il s'est ensuite rendu à la préfecture pour y rencontrer à nouveau l'intersyndicale et tenter une dernière fois d'éteindre l'incendie.
On a vu, le blocage de la barge fait suite à une colère très vive, ce qui n'a pas forcément été du goût de certains usagers très mécontents, qu'il s'agisse des élèves résidant en petite terre, de ceux qui devaient prendre l'avion ou encore de ceux qui souhaitaient tout simplement rentrer chez eux. Nombreux sont restés à quai. Se sentant pris en otage, certains ont ainsi eu du mal à garder leur sang-froid. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Les grévistes en colère ont bloqué la circulation et sur cette route, les véhicules ont été sommés de faire demi-tour. L'ensemble des grévistes se sont déployés entre l'amphidrome, la barge et le rond-point Zainam Déré. Il était même question qu'un camion verse de la terre sur la route. Pour ces personnes qui attendaient de pouvoir se rendre en petite terre, la colère est palpable. Excédés et se sentant pris en otage, les étudiants résidant en petite terre craquent à leur tour. On se réveille déjà trop tôt pour aller à l'université et déjà les bus, nous sommes de petite terre, les bus on nous a arrêtés on nous a amenés jusqu'à Msapéré. On trouve ça c'est pas normal, on comprend aussi leur but, c'est une grève pardon. Ils ont des buts aussi mais il faut qu'ils nous comprennent aussi, on est bloqués ici depuis le matin, on veut rentrer à la maison, on trouve que c'est pas normal. Cette enseignante qui pensait rentrer chez elle dit comprendre le mouvement, mais reste inquiet et impatient de regagner son domicile. Je sais pas, j'ai peur qu'il n'y ait plus du tout de barge et que je sois obligée de rester ici, ça me stresse. C'est très égoïste ce que je vous dis. Hein. En même temps, je comprends les revendications, je comprends bien que Mayotte est dans une situation extrêmement compliquée, etc. Mais voilà, j'ai tendance à voir un petit peu mes avantages à moi. Enseignants, étudiants, usagers de l'amphidrome et de la barge, tous ont dû patienter à quai, une situation qui, en cas de réponse insuffisante des autorités, pourrait fortement se reproduire. On l'a vu, Pierre, dans le reportage, des usagers qui sont à cran. Au départ, on avait parlé de grève générale avec la population qui était partie pour justement prendre part à ce mouvement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de désolidarisation ? Non, je pense pas. Il y a toujours eu ceux qui étaient pour un mouvement et notamment des blocages, puisque voilà, se faire entendre, on a franchi une étape aujourd'hui, on le voit par rapport à la semaine dernière, par rapport à hier. Aujourd'hui, il y a eu les premiers blocages avec un blocage quand même inédit, celui de la barge, de l'amphidrome. C'est la toute première fois qu'il y a une interruption comme ça tout au long de la journée des liaisons entre petites et grandes terres. Il y avait ceux qui depuis le début veulent bloquer puisqu'ils ont l'impression de ne pas se faire entendre et aujourd'hui encore plus que jamais. Et puis il y a ceux effectivement qui peuvent être pris en otage comme ça a été le cas aujourd'hui. On ne peut pas parler de désolidarisation et puis on l'entend dans la plupart des interviews. Les personnes disent comprendre les revendications, comprendre le climat social actuel. Maintenant, effectivement aussi, comme le dit cette dernière dame, elle voit aussi son intérêt. Elle voulait rentrer chez elle après le travail et puis toute la journée il y a eu un blocage et personne n'a pu rentrer. Il y a eu des taxi-boats qui se sont mis en place mais tout de suite les manifestants ont souhaité arrêter ce genre de pratique, expliquant aussi que ces personnes n'avaient pas à se faire de l'argent sur ce genre de blocage. Donc voilà, c'est une situation vraiment inédite qu'on a vécue, une journée très particulière, beaucoup de statu quo, on ne savait pas ce qui allait se passer. Nous avons fait plusieurs flashs au cours de la journée pour un peu expliquer qu'est-ce qui se passait, où est-ce qu'on en était. Aussi, il y a eu un flou une grande partie de la journée, notamment après cette réunion, puisque la réunion a eu lieu à 7h40, elle s'est terminée autour de 9h30. Ensuite, il y a eu une assemblée générale qui a réuni l'intersyndicale, la base, qui a discuté, qui a expliqué aussi à tous les manifestants ce qu'il était ressorti de cette fameuse réunion tant attendue. Et puis finalement,
la colère est vraiment montée. Les manifestants ont eu l'impression que, encore une fois, ils n'étaient pas entendus. Et là, le blocage a été décidé. Alors un blocage qui a aussi influé sur le programme initial de la ministre. Alors complètement, la ministre ensuite donc a pris un vol pour les Glorieuses. Et puis ensuite, on ne savait pas ce qu'il allait advenir puisque le blocage était fait en sorte pour que la ministre ne puisse pas continuer son programme de visite. On le sait, elle devait aller à la CIM pour les logements sociaux. Elle devait ensuite se rendre à Cavani pour inaugurer une fontaine à cartes. Tout ça a été annulé, mais on l'a su très tard, ça a été officiellement annulé vers 15h30, elle devait être vers 16h en Grande Terre, donc vous voyez, ça a été un flou tout au long de la journée, on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer, et puis voilà, la journée a passé, le préfet est arrivé en personne en Grande Terre, il a pris la navette, il est arrivé pour rencontrer l'intersyndicale. Il faut savoir que l'intersyndicale a été invité une nouvelle fois à venir en Petite Terre, et finalement ils ont réfuté l'invitation. Le préfet est venu, lui, en Grande Terre pour discuter avec l'intersyndicale. Alors, des discussions, notamment un communiqué de la part de la ministre, un communiqué qui pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il en est. Donc, le mouvement est suspendu demain. Ça, c'est la première information très importante. Demain, les syndicats vont se réunir, l'intersyndicale va regarder ce qui est dit dans ce communiqué. Et ensuite, jeudi, une décision sera prise. Est-ce que le blocage perdure ? Est-ce que, après le départ de la ministre, on aura à nouveau une grève générale qui là, se pourrait vraiment se durcir. Alors, certains ont vu dans ce programme un certain mépris du gouvernement par rapport aux revendications des Mahorais. Complètement. Nous sommes allés sur place plusieurs fois, à Place de la République, et c'est vraiment le mot qui est ressorti à de nombreuses reprises. Lorsqu'on discutait avec les manifestants, ils nous parlaient de mépris, ils nous parlaient encore une fois de citoyens de bas étage. Ils exprimaient le fait que le gouvernement se moquait des Mahorais, qu'ils n'entendaient pas. Qu'ils disaient entendre, mais que finalement ils n'entendaient pas et qu'à chaque fois on repoussait 2018. Ça a été le cas, encore une fois, on a parlé de 2018. La ministre a expliqué qu'il y aurait une progressivité, notamment pour l'application du Code du travail, à partir de 2018. Finalement, ils ont l'impression que rien n'avance. Alors là, on a vu des manifestants qui étaient prêts vraiment à aller jusqu'au bout. D'habitude, l'accueil de la ministre, d'un ministre est fait avec beaucoup d'enthousiasme de la part de la population. Là, on a vu que c'était différent. On a franchi un cap. Effectivement, parmi les choses inédites de cette journée, il y a ça. Le fait que aujourd'hui, on n'accueille plus les ministres avec un biwi ou avec un collier de fleurs. Là, on les accueille en leur montrant bien que maintenant, il y en a marre. Maintenant, c'est la colère qui prime et maintenant, il faut que les choses bougent, car sinon, nous allons au-devant d'un blocage comme il n'y a jamais eu à Mayotte. Alors, merci beaucoup Pierre. On va suivre ce qu'il en est de ce mouvement avec l'intersyndicale dès demain. Et on continue avec la loi sucre et également la rencontre entre Pierre Gattaz et Thierry Gallarme. C'est également dans le reste de l'actualité de ce mardi 10 novembre. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. En 2012, après avoir fait promulguer la loi de régulation économique en Outre-mer, le ministre de l'Outre-mer de l'époque, Victorin Lurel, voyait relancer à l'Assemblée nationale un projet de loi qu'il avait initié quelques mois auparavant, le projet dit de loi sucre. Son objectif était de limiter dans les territoires ultramarins les niveaux de sucre enregistrés dans les aliments et de les aligner avec la métropole. Il s'agissait encore d'appliquer les mêmes dates de péremption dans les DOM qu'en métropole pour l'ensemble des produits alimentaires. La mesure avait été adoptée en 2013 et attendait que le ministre de la Santé publie un arrêté fixant les modalités des taux. Mais depuis, plus rien jusqu'à ces communiqués de la députée réunionnaise Monique Orphée qui indique que l'engagement de la ministre Marisol Touraine a été confirmé. Il devrait être publié si aucune remarque n'émane de la Commission européenne au mois de février 2016. La nouvelle est donc plutôt bonne, même s'il a fallu au gouvernement plus de 2 ans pour donner les outils à une loi qu'il avait lui-même concoctée et dont l'importance pour la santé était indiscutable. Convaincu du potentiel des territoires ultramarins et de leur contribution au développement de la France, Pierre Gattaz est en déplacement officiel à La Réunion du 9 au 11 novembre 2015. Il répond à l'invitation du MEDEF La Réunion, présidée par Yann Deprince, dans le cadre des actions du MEDEF pour le développement des entreprises et de l'emploi en Outre-mer. Cette visite s'inscrit dans un contexte de négociation de grands dossiers législatifs, RGEC, défiscalisation, rabot des exonérations de charges sociales, mais aussi développement durable, mondialisation, entrepreneuriat, jeunesse, promotion des TPE-PME, tourisme, croissance du territoire et création d'emplois. Autant de thématiques qui rythmeront les visites d'entreprises, les rencontres avec les chefs d'entreprise et les jeunes entrepreneurs de La Réunion. Aujourd'hui, 10 novembre sera tout entier consacré aux problématiques de développement des entreprises d'outre-mer, avec notamment une rencontre avec Thierry Gallarme, président du MEDEF Mayotte. Dans le contexte actuel sur le 101e département,
cette rencontre apparaît comme primordiale, tant le besoin de développement économique réel est criant. Le dialogue entre agriculteurs DEA a grandi comme une initiative informelle d'agriculteurs qui, en rencontrant le mouvement Initiative et Changement International, ont été confrontés à la phrase « changer soi-même pour que le monde change ». Il s'est développé dans de nombreux pays à l'initiative d'agriculteurs désireux de contribuer au développement agricole et rural sur la base d'échanges et de partage d'expériences. C'est dans ce contexte que des agriculteurs mahorais ont participé depuis 2011 à plusieurs rencontres internationales du DEA au Rwanda et au Congo. Abou Antoumani, l'une des personnes mises en mouvement par le DEA, est maintenant vulgarisateur de l'initiative agricole sociale et solidaire. Le GVA d'Aqua, la SARL d'AESA et leurs animateurs ont naturellement souhaité organiser une rencontre internationale à Mayotte qui se déroulera du 12 au 16 novembre, en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Mayotte. Dans une société où souvent le manque de ressources financières devient un facteur limitant, le DEA montre que l'initiative et l'engagement individuel sont des étapes essentielles à même de débloquer les processus de développement. Rendez-vous est donc pris terre-plein de Mtsapéré, à l'occasion de la foire agricole qui de facto deviendra cette année internationale. Et l'autre grosse actualité du jour est bien entendu la vente aux enchères de l'association Aquamai. Elle s'est tenue ce matin et le conseil départemental s'est porté co-acquéreur pour la somme de 17 340 €. Ainsi, grâce à Aquamater qui a fait le chèque de caution au nom du département, l'aquaculture à Mayotte pourrait enfin voir le bout du tunnel. Reportage Akila Youssouf et Fred Soleimana. Les enclos sont vides et les embryons ont été déplacés vers le site d'Ajangwa. Mais depuis ce matin, l'aquaculture semble sur le point de survivre. Jean-Jacques Robin, le PDG d'Aquamater, a en effet signé un chèque de caution afin que le conseil départemental procède à l'achat des 300 géniteurs. C'est juste un problème technique. Vous savez, dans une vente aux enchères, il faut déposer un chèque de caution et ensuite le paiement se fait au bout de 4 jours. On a 4 jours pour payer. Il se trouve qu'un conseil départemental n'a pas checké. Tous les conseils départementaux de France font des mandatements. Donc il fallait que quelqu'un donne un chèque pour pendant que 4 jours l'huissier s'en contente. C'est donc Aquamater qui a fait le chèque, mais le mandat a été signé et été préparé par le conseil départemental. Et c'est bien le conseil départemental de Mayotte qui s'est porté acquéreur de l'ensemble des actifs d'Aquamai. C'est avec le soutien du conseil départemental que l'aquaculture mahoraise a pu fonctionner depuis 15 ans. Avec cette vente, les élus montrent qu'ils souhaitent donner une chance à la filière et ainsi éviter la fermeture simple et brutale. C'est avec soulagement et appréhension que le responsable d'Aquamai a procédé à la vente. Il a récupéré tout ce qui est matériel bâtiment, il a récupéré également les géniteurs de poissons qui sont à l'origine de la filière sur Mayotte. Donc effectivement, ces poissons-là, ils sont actuellement en mer sur notre site d'élevage. Il faudra par la suite les remettre dans la structure à terre, puisqu'ils en avaient été écartés par sécurité, ne sachant pas ce qu'il allait se passer, pour leur permettre de reprendre leur cycle de production. L'aquaculture mahoraise fut l'une des premières activités à Mayotte à faire de l'export. Plus d'une vingtaine de personnes vivent directement de l'aquaculture qui compte aujourd'hui à Mayotte 4 fermes d'exploitation, un secteur d'avenir qui mérite d'être développé. Nous, notre objectif, c'était justement de maintenir l'activité de production d'alevins, de jeunes poissons. Et donc nous allons faire en sorte à ce que cette activité-là continue en gardant le personnel qui est encore sur place. Parce que l'objectif du conseil départemental, c'est que l'activité d'aquaculture, qui est une activité phare ici à Mayotte, ne soit pas interrompue. En rachetant Aquamai, le conseil départemental souhaite non seulement sauver les emplois, mais aussi permettre aux éleveurs du milieu marin d'approvisionner l'île sans être obligés de consommer du poisson importé. La suite aux prochains épisodes. Et dans cette édition spéciale consacrée à la grève générale et à l'arrivée de la ministre, Patrick Mian nous a rejoint. Bonsoir Patrick. Bonsoir Amina. Et vous étiez justement dans ce contexte de grève et de blocage de barges. Qu'en est-il réellement ? Alors oui, effectivement, j'arrive à l'instant de la barge. Alors panique totale à la barge. Je peux vous dire que les forces de l'ordre et la sécurité essayaient de retenir le portail qui sépare la salle d'attente, entre guillemets, et la barge. Bon, ça a tenu, allez, on va dire 15 secondes. Tout le monde a poussé le portail s'est ouvert et tout le monde s'est engouffré dans la barge à tel point que évidemment le commandant de bord a dit descendez, c'est trop, on pourra. Donc il a fallu que des gens descendent. Ça a été la cohue totale, bousculade. Il y avait des gens qui étaient véritablement serrés comme des sardines. On a même craint
une catastrophe. Alors, ce programme de la ministre, on en parlait, des manifestants qui sont contre un programme qui, ils voient comme ne répondant pas à leurs attentes. Ouais, un programme. Alors, c'est vrai que en termes de programme, bon, Fawzia Kordji l'a dit, mais c'est vrai que ça a été la voix de ce que beaucoup de Mahorais pensent. Effectivement, ce programme, en tout cas pour ceux qui vivent ici, pour les Français qui vivent à Mayotte, ils ont eu ce sentiment que ce programme était orienté vers l'étranger. Voilà. Quand j'ai l'étranger, on avait quoi? On avait le CRA. Ça concerne un peu l'étranger, les étrangers. La borne, la fontaine à eau, là-bas à Cavani Sud, sur les hauteurs. C'est que pour les étrangers. Je vois pas un Français ni un Mahorais aller. Effectivement, non. Évidemment, le troisième point, c'était effectivement les logements sociaux. Et on l'a vu que les 104 logements sociaux, en tout cas 80% de ces logements sociaux, avaient été attribués à des étrangers, puisque c'est effectivement les bas salaires. Donc, bien, pour beaucoup de Mahorais, ils n'ont pas compris que, effectivement, il y avait rien pour Mayotte, il y avait rien pour le développement économique, il y avait rien pour l'insécurité, il y avait rien pour. Ça faisait beaucoup, et donc ils n'ont pas compris ce voyage. Alors Patrick, vous avez été toute la journée sur le terrain. Votre sentiment sur cette visite-là, sur cette visite ministérielle? Alors, je vais essayer de trouver des mots pas trop durs, mais ça va être compliqué. Moi, si je devais aujourd'hui caler un adjectif là-dessus, je dirais catastrophique. En 10 ans, ça fait 10 ans que je suis à Mayotte, et je peux vous dire qu'on en a vu des VO. En passant du président de la République au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre, on en a vu des VO. Jamais on a vu un VO aussi catastrophique. Voilà. Pourquoi catastrophique? Eh bien, déjà, l'histoire de l'avion. Elle arrive avec une polémique. L'histoire du jet. On a entendu parler. Ça la fout mal. Deuxièmement, l'histoire des Glorieuses. Elle envoie un communiqué de presse pour répondre à l'histoire du jet, et elle dit je vais aux Glorieuses pour asseoir la position de la France aux Glorieuses. En même temps, le ministère des Affaires étrangères envoie un courrier à Madagascar qui revendique évidemment les Glorieuses et qui dit non, elle est venue là pour les petits oiseaux et puis le parc marin et compter les escargots. Donc, je caricature un peu, mais c'est ça l'histoire. Donc ça, c'était beaucoup. La visite en elle-même. On en parlait à l'instant, une visite orientée vers les étrangers, mauvais choix, semble-t-il. Et puis, aujourd'hui, elle n'a pas pu aller en grande terre. Le préfet s'est déplacé, il n'a pas été bousculé, mais c'était limite. Je peux vous dire, on y était sur place, c'était limite. Il s'est enfermé dans la voiture, il a fallu les agents de la BAC et de la sécurité pour suivre et ouvrir la route pour que le préfet puisse sortir. Mais c'était limite. Pour moi, c'était un VO catastrophique. Justement, alors la suite, là, on le voit, le préfet avait un peu renvoyé la balle la semaine dernière en expliquant à l'intersyndicale que la ministre allait venir, que c'était à elle qu'il devait expliquer leurs revendications. Qu'en est-il là maintenant? Pour le préfet, c'est compliqué. C'est compliqué parce que qui est responsable du voyage officiel? C'est Montmorency, le préfet. Qui c'est qui organise, et qui est validé par le ministère, mais qui organise, qui fait les propositions de visite? C'est la préfecture de Mayotte. Qui c'est qui doit avoir la charge que toute cette organisation se déroule correctement? C'est le préfet de Mayotte. Et là, sur tous ces points-là, c'est raté. Et donc clairement, quand il y a ce genre d'incident sur une visite ministérielle, qui c'est qui trinque en premier? C'est pas le patron des gendarmes, c'est pas le patron de la police, c'est pas le gardien de la paix qui fait la circulation, c'est pas non plus le DIRCAB. C'est le préfet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on risque d'avoir dans les semaines qui viennent, on verra, mais on risque d'avoir dans les semaines qui viennent une drôle de nouvelle. D'autant que les agents de la préfecture vont débrayer ce jeudi. Ouais, dès jeudi, effectivement, ça reprend. Alors, c'est tout l'intersyndical qui va débrayer, mais c'est vrai qu'ils avaient anticipé. Donc quoi qu'il arrive, de toute manière, nous, préfecture, on débraye jeudi. Ça va être compliqué. Alors, on a vu les syndicats parler de rapport de force. Alors là, clairement, le rapport de force est exprimé en leur faveur. Oui, clairement. Ouais. Enfin, s'il faut mettre ça sur, le rang des batailles, oui, incontestablement, l'intersyndicale a remporté cette victoire. Mais après, est-ce que c'est une vraie victoire pour Mayotte? J'en suis pas sûr. On a affaire. Après, j'entends et je comprends l'intersyndicale, mais on a affaire à un ministre qui représente notre pays. Ok, on ne l'accueille pas avec des colliers comme on sait le faire à Mayotte. Je peux comprendre pourquoi.
Mais là ça dépasse toute proportion gardée. Je veux dire, ça devient pas n'importe quoi, parce qu'on comprend, mais voilà, il y a un ras-le-bol qui est arrivé. Enfin, il y a un tel point de ras-le-bol en fait que il n'y a plus aucune règle qui tient. Là, en fait, la ministre, elle est restée bloquée en petite terre. Elle n'a pas pu venir en grande terre. Imaginez, mettez-vous à sa place. Elle est ministre des Outre-mer. Elle est chez elle ici. Et ne pas pouvoir venir en grande terre, c'est hyper frustrant. Elle doit être bien remontée. Je ne sais pas dans quel état je vais la retrouver demain matin, puisqu'on fait un direct avec elle. Ça va être compliqué. Merci beaucoup Patrick, et merci à vous également Pierre. Et c'est la fin de cette édition, dont je vous rappelle le principal titre, la rencontre entre la ministre des Outre-mer et l'intersyndicale. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesie.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Périne pour la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Catherine Montfort. Elle était ce matin au micro de Patrick Millan. Et rendez-vous au prochain rendez-vous avec l'information demain en radio, dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.